Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République a présidé hier une réunion de travail consacrée à l'état d'avancement des méga-projets de la ligne minière Est, de la mine de phosphate et ses unités et du projet d'extraction de zinc à Oued Amizour. Suite au crash d'un avion de transport militaire, le général d'armée Saïd Chengreha s'est rendu ce matin au chevet des blessés au niveau de l'hôpital central de l'armée de Inaj. Troisième édition de la soirée économique ramadanaise qui a réuni cette année experts, décideurs et chefs d'entreprise, l'occasion d'échanger autour des grandes orientations économiques nationales. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion de travail consacrée à l'état d'avancement des méga-projets de la ligne minière Est, de la mine de phosphate et ses unités et du projet d'extraction de zinc à Oued Amizour avant le lancement de leur exploitation effective fin mars courant. La réunion a également porté sur le projet de la route transsaharienne et la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset. Lors d'un vol planifié, un avion de transport militaire de type BE 1900 s'est écrasé hier après son décollage de la base aérienne de Boufarik en première région militaire avec à son bord 6 membres d'équipage. L'accident a malheureusement causé le décès en martyr de 2 cadres et la blessure du reste des membres de l'équipage, lesquels ont été transférés en urgence vers l'hôpital central de l'armée. En cette douloureuse circonstance, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présenté ses sincères condoléances et a exprimé sa profonde compassion aux familles des 2 cadres martyrs, priant Allah Tout-Puissant en ces jours bénis d'entourer les défunts de sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à leurs proches, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux survivants. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présenté lui aussi en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire ses sincères condoléances et a fait part de sa profonde compassion aux familles des Chouhada, priant Allah le Tout-Puissant de leur prêter force et courage et d'accorder sa grande miséricorde aux défunts et un prompt rétablissement aux blessés. Le général d'armée a également ordonné l'ouverture d'une enquête approfondie pour élucider les causes et les circonstances de cet accident. Et ce matin, le général d'armée Saïd Chengreha s'est rendu à l'hôpital central de l'armée en première région militaire afin de s'enquérir de l'état de santé des blessés et de leur apporter à eux et à leurs familles un soutien moral en leur souhaitant un prompt rétablissement. Dans le cadre des missions et des efforts humanitaires des unités des gardes-côtes relevant du commandement des forces navales visant au sauvetage des vies humaines en mer et suite à la réception hier par le Centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer d'Oran, façade maritime ouest de la 2e région militaire, d'un appel de détresse signalant le renversement d'une embarcation pneumatique transportant 3 personnes à 300 mètres de la plage de Corrales à Ain Turk à Oran. Immédiatement, une opération de sauvetage en mer a été déclenchée, impliquant les vedettes de sauvetage des gardes-côtes, ainsi que l'hélicoptère de recherche et de sauvetage LS-16, relevant de l'escadron 560 d'hélicoptères de recherche et de sauvetage. Les rescapés ont été secourus, puis évacués vers l'établissement public hospitalier Mejber Tamid Ain Turk, afin de recevoir les soins nécessaires. Cette opération s'inscrit dans le cadre des missions humanitaires des unités des gardes-côtes du commandement des forces navales, reflétant les efforts déployés et leur engagement constant à intervenir pour sauver des vies humaines en mer, quelles que soient les circonstances. Lancement hier à Tlemcen de 4 opérations d'exportation de produits entièrement fabriqués localement. L'annonce a eu lieu lors de l'ouverture du salon de la chaussure et du cuir qui réunit près de 80 exposants et artisans. Un rendez-vous pour mettre en valeur l'industrie locale et ses ambitions à l'international. Amin Messaoudi et Raouf Hamouche.
À destination de plusieurs pays d'Amérique latine, cette cargaison composée de différents produits transformés à base de caroube entame son long voyage. Il s'agit de l'une des opérations d'exportation lancées à partir de Tlemcen vers plusieurs marchés internationaux. Il s'agit de deux cargaisons de caroube. La première destinée à un pays d'Amérique latine, à savoir le Guatemala. C'est une grande fierté pour nous de voir le produit algérien arriver jusqu'à ce pays. La deuxième cargaison a été envoyée vers la Thaïlande et le Vietnam. Aujourd'hui, nous exportons vers 50 pays à travers le monde, sur tous les continents. Et nous espérons atteindre encore davantage de marchés à l'avenir. Nous avons donné aujourd'hui le signal de départ à 6 camions à destination de la Tunisie. 3 d'entre eux transportent des réfrigérateurs de marque Samsung. 3 autres camions sont chargés de lave-linge, d'une capacité de 7 kg, également destinés au marché tunisien. Le produit local reconnu pour sa haute qualité s'impose aujourd'hui sur les marchés internationaux, à l'image des chaussures pour lesquelles Tlemcen s'est longtemps illustré. Notre objectif est d'étendre encore davantage notre présence et pourquoi pas accéder aux marchés internationaux. À court terme, notre objectif est d'approvisionner le marché national, puis d'élargir nos exportations vers l'Europe, le monde arabe et l'Afrique. Tous les produits destinés à l'exportation sont des produits entièrement fabriqués localement, dans divers domaines tels que l'électronique, l'agroalimentaire, le papier et les plastiques. Et en parlant d'exportation, la date d'Eglet Nour est l'un des produits les plus demandés sur les marchés internationaux. Un produit qui se distingue de par sa qualité, qui n'est plus à démontrer. Appréciée pour son goût savoureux et ses qualités nutritionnelles, elle attire particulièrement les consommateurs durant ce mois sacré. Ismahan Sultan et Walid Benouis. Au sud de l'Algérie, les palmeraies s'étendent à perte de vue, pourtant une des plus grandes richesses agricoles du pays, d'Eglet Nour. De Biskra à El-Oued jusqu'aux oasis de Timimoun, Adrar ou encore Ouergla, ces territoires forment un vaste bassin finicicole qui place l'Algérie parmi les plus grands producteurs mondiaux. Le pays compte aujourd'hui plus de 18 millions de palmiers dattiers et plus d'1 millier de variétés, allant de dattes fraîches aux dattes demi-sèches et sèches. Dans la région d'Oudrir, dans la wilaya de Tougourt, on compte entre 1,5 million et 2 millions de palmiers. La production de cette année dépasse celle de l'an dernier, avec près de 2 millions de quintaux, et elle est de très bonne qualité. Parmi toutes les dattes algériennes, d'Eglet Nour domine largement les marchés internationaux. Cette variété est considérée comme la reine des dattes. Un produit qui s'exporte de plus en plus avec près de 780 000 quintaux de dattes fraîches, auxquelles s'ajoutent environ 50 000 de dattes sèches. C'est des bonnes dattes, de très bonne qualité aussi, de dattes d'Eglet Nour, parce que les Sénégalais, ils connaissent le d'Eglet Nour. Donc il y a le d'Eglet Nour, il y a des autres marques, mais nous on préfère le d'Eglet Nour algérien. Nous commercialisons principalement des dattes en provenance d'Algérie. Bien que nous soyons grossistes, il nous arrive de vendre au détail, notamment aux familles ou à des entreprises qui souhaitent offrir des cadeaux. Pour répondre à la demande, les opérateurs misent sur la modernisation, unités de froid, tri électronique et nouvelles techniques de conditionnement. Entre tradition et développement économique, les oasis algériennes deviennent ainsi de véritables portes d'exportation vers les marchés internationaux avec une signature reconnue mondialement, celle de la date algérienne. Les perspectives économiques et les transformations du monde de l'entreprise étaient au cœur de la 3e édition de la soirée économique ramadanesque. Organisée hier à Alger, cette rencontre a réuni experts, chefs d'entreprise et décideurs pour discuter des défis et opportunités de l'économie nationale. Reportage de Sami Darli. Cette rencontre s'impose désormais comme un rendez-vous annuel privilégié pour les acteurs économiques. Elle rassemble opérateurs publics et privés, chefs d'entreprise, experts et décideurs afin d'échanger autour des grandes orientations économiques nationales. L'objectif de cette soirée, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs économiques qui composent notre pays, acteurs publics, acteurs privés, mais aussi représentants institutionnels, pour débattre des grandes tendances économiques pour l'année en cours et surtout des évolutions sectorielles, notamment dans le domaine de la transformation numérique, qui est un enjeu stratégique pour nos entreprises et pour notre pays. Plusieurs thématiques majeures ont été abordées lors de cette soirée, notamment les tendances macroéconomiques pour l'année 2026, la compétitivité des entreprises dans un environnement de plus en plus exigeant, ainsi que les défis liés à l'innovation et à la transformation numérique.
Le sujet qui nous porte à cœur surtout, c'est par rapport à l'inclusion numérique des entreprises. Donc nous voulons échanger et discuter sur comment accélérer l'inclusion numérique et la digitalisation de l'économie algérienne. Pour les entrepreneurs présents, ces échanges constituent également une opportunité de partager leurs expériences et de réfléchir aux moyens de renforcer la performance et la résilience des entreprises. C'est toujours une bonne occasion pour pouvoir nouer des relations entre le privé et le public, entre les entrepreneurs, les jeunes et les moins jeunes, entre les différents secteurs, que ce soit dans la technologie ou dans les autres secteurs qui sont en rapport avec cela. Moi qui suis dans la technologie, c'est toujours important pour nous de discuter avec les autres opérateurs économiques qui pourraient être des partenaires, des fournisseurs ou des clients. La transition numérique, l'amélioration du climat des affaires et l'adaptation des entreprises aux mutations économiques figurent aussi parmi les priorités évoquées lors de cette rencontre. Être présent lors de ces rencontres nous permet à la fois d'avoir une petite synthèse de l'actualité à l'international, au national, et puis d'avoir un bon réseautage, d'être présent, de renforcer nos relations clients qui sont déjà en portefeuille et qui sont présents, et puis de voir et de discuter quelles sont les perspectives éventuellement pour d'autres partenariats ou d'autres collaborations. À travers ces échanges de haut niveau, la soirée économique ramadanesque ambitionne d'apporter une lecture claire des mutations économiques en cours et de proposer des pistes concrètes pour accompagner le développement des entreprises. Au Maroc, les tensions sociales s'intensifient. Les familles modestes vivent dans la crainte de voir leur domicile démoli. Le pays reste marqué par de fortes disparités régionales avec des écarts importants entre les grandes villes et les zones rurales où l'accès aux besoins les plus élémentaires comme la santé relève du parcours du combattant. Maïssa Le Bouhla. Devant les hôpitaux, les files d'attente s'allongent sans fin. Des malades patientent des heures, parfois des jours, dans l'espoir d'obtenir un simple examen médical ou de trouver un lit disponible. Cela fait plus de 4 mois que j'attends. Les rendez-vous sont sans cesse reportés et nous sommes maltraités sans aucun respect. Ça fait 16 jours que les médecins ne travaillent plus, alors que de nombreux patients, dont moi, souffrent de maladies chroniques comme le diabète et ont besoin de soins. Mais la crise ne s'arrête pas au seul accès aux soins. La précarité gagne du terrain, la pauvreté s'installe dans de nombreux foyers et le chômage étouffe toute une génération de jeunes. Des familles entières se retrouvent sans revenus stables et peinent à assurer le minimum pour se nourrir dignement. Ce pays est à la dérive, les gens sont perdus, ils n'ont plus rien, la terre est perdue. Je pense que des millions de Marocains vivent sous le seuil de pauvreté et qu'il faudrait leur apporter de l'aide pour qu'ils puissent simplement manger. Le logement, lui aussi, est devenu une source d'angoisse quotidienne. Après la démolition de leurs habitations, certaines familles se voient contraintes d'entamer une nouvelle vie, faite d'errance, de déplacements forcés, privées de toute stabilité. Ils ont détruit le marché en moins de 3 jours et ne nous ont même pas laissé le temps de partir. Ainsi, les crises s'empilent et dessinent un tableau sans équivoque, celui d'un tissu social fragilisé et d'un citoyen marocain contraint de faire face chaque jour à une réalité de plus en plus difficile.
Revenons chez nous, direction Médéa, au cœur de la ville. Le vieux marché attire chaque jour les habitants, en particulier durant ce mois de Ramadan. Dès le matin, les étals se remplissent de fruits et légumes de saison, d'herbes fraîches et de produits du terroir. Un lieu animé où les Médéens viennent s'approvisionner au quotidien. Des habitudes simples mais profondément ancrées. Reportage de Faria El-Hamdi. À Médéa, le Ramadan se respire autant qu'il se vit. Une symphonie d'arômes qui raconte la foi, le partage et l'âme généreuse. Je suis né à Alger et je vis maintenant actuellement à Médéa. J'ai vu des personnes à Médéa, ils sont magnifiques. فهمتي هذا ما يخلي هذا وهذا ما يخلي هذا ونقول لك بصراحه كل خير ومازال هذاك المطلع تاع بكري كاين كلش تاع بكري. Alors Ramadan fait Amdia et là c'est ses propres traditions où toutes les familles médéennes préparent ce mois 15 à 20 jours. Aux premières heures du matin, le vieux marché de Médéa s'anime doucement. Les parfums de ces produits bio racontent une histoire, celle d'un terroir généreux, niché au cœur des montagnes. Amdia, c'est une ville filahia. On a à Amdia un quartier qui porte le nom Fellah. Le quartier, il s'appelle Mekrez. Et peu de gens connaissent que Mekrez, en Tamazight, ça veut dire Fellah, en arabe. Alors voilà, et Madame Art Filahia, automatiquement, à Médéa, on mange que le bio. Des fruits de saison, pommes croquantes de Meshikao, complètent ce tableau authentique. يجوا من كل بلاص بليدات الجزائر الجي يطلعوا بالخميس بالويكاند يطلعوا بزاف يقضيو منا كلش منا خضره الفاكهه البيض طلع رب تفاح صوالح منا اللحم يشطبوا كل صوالحهم كامل منا قضينا نتاع الحمد لله. Au-delà des produits, c'est tout un mode de vie qui s'exprime. À Médéa, le bio n'est pas une tendance, mais une continuité naturelle d'une agriculture de montagne préservée. Mes traditions à moi et les traditions de Médéa, c'est le couffin. Tous les matins, je descends avec mon couffin. Que la psalmodie du Coran pour les enfants à la mosquée An-Nour est aussi un moment fort de spiritualité et d'apprentissage, surtout durant le mois sacré. À Médéa, ces cercles coraniques sont aussi un moment de transmission entre générations. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous.